Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de Recruity. Aujourd'hui, on va parler de comment créer une culture de recrutement dans une startup. Je suis avec Thomas Nivol, qui est Head of People chez Madbox. Bonjour Thomas. Bonjour, salut Pierre, bonjour à tout le monde. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le fonctionnement, vous avez sur votre droite plusieurs onglets. Donc, il y a un chat pour écrire. Si jamais vous nous entendez mal, si jamais des problèmes, n'hésitez pas à l'écrire. Un onglet questions pour poser toutes vos questions. Un sondage, on publiera peut-être un ou plusieurs sondages pour que ce soit un peu plus interactif. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. Thomas, d'abord je vais présenter aussi un petit peu Recruity. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Recruity, c'est un ATS, un logiciel de recrutement. Donc on aide à optimiser tout le processus de recrutement, donc du début à la fin du sourcing à l'embauche. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir le site si ça vous intéresse. Thomas, est-ce que tu peux un peu nous parler de toi, te présenter et présenter ton parcours? Oui, bien sûr. En gros, moi, j'ai démarré ma carrière dans l'univers du recrutement et des ressources humaines il y a un petit peu moins de 10 ans maintenant. J'ai eu la chance de démarrer chez Criteo, qui était à l'époque une structure en forte croissance en janvier 2012 et qui, un an et demi après, avait fait la première entrée en bourse au Nasdaq depuis très longtemps pour une boîte française. Criteo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte qui propose de la publicité sur Internet personnalisée. Peut-être qu'aujourd'hui, ils font d'autres choses, mais c'était le cas à l'époque. J'ai eu la chance de les rejoindre en tant que stagiaire et d'évoluer petit à petit dans des rôles de recrutement jusqu'à être responsable d'une équipe de recrutement d'une quinzaine de personnes. Et je suis passé de Paris à Londres, à Barcelone avec pas mal de recrutements internationaux. Et en fait, une boîte qui, lors de ces 6 ans, est passée de 300 à 3000 personnes. J'ai ensuite rejoint Algolia, qui est une structure dans l'univers du software as a service, qui propose une solution de moteur de recherche pour les entreprises. C'était 120 personnes, une toute petite équipe de recrutement qui cherchait un manager. Et du coup, je suis venu pour monter cette équipe de manière un petit peu plus stable, disons, apporter des process et la structurer. Et j'en suis parti après 2 ans. Et la boîte était à peu près de 300 personnes. Et en fait, en parallèle, j'ai démarré une activité à mon compte d'accompagnement de start-up, de conseil en recrutement principalement, pas vraiment dans la chasse de talents, mais plutôt dans l'accompagnement de structures qui souhaitent monter une équipe de recrutement ou qui ont des problématiques de recrutement et pour les aider face à ces problématiques. Et en fait, au travers de missions que j'ai faites avec différentes boîtes, je suis tombé sur Madbox, qui est ma boîte actuelle. Et c'est comme ça que je les ai rencontrés, que j'ai décidé de les rejoindre. Et en fait, Madbox, c'est une boîte qui fait des jeux vidéo mobiles, une boîte de 50 personnes aujourd'hui. Et mon rôle, c'est un titre un peu fancy qui ne veut pas dire grand-chose, mais c'est Head of People. Et c'est l'idée de simplement de monter l'univers RH, recrutement et l'aspect culture également pour cette structure. Et faire en sorte qu'il y ait une vraie culture d'entreprise, une vraie dimension de recrutement et que les gens puissent s'épanouir le plus possible dans notre boîte, quoi. Voilà. Super. Du coup, comme tu as dit, tu as été consultant pour les startups. Pourquoi tu t'es intéressé et spécialisé vraiment dans les startups? À l'origine, moi, c'était pas une décision personnelle que d'aller travailler avec des startups. C'est je dirais, des rencontres et des opportunités de travail. Mais une fois que j'ai commencé à y goûter, c'est plutôt un univers de travail qui me correspondait et j'avais pas envie vraiment d'aller en changer. Pourquoi? Déjà, je trouve que c'est un univers de travail dans lequel tu peux vite avoir de l'impact. Ça peut être stressant pour certains, mais c'est en tout cas le genre d'environnement de travail dans lequel moi, personnellement, je m'épanouis. Et la possibilité, justement, de mettre des choses en place, de tester, avec peut-être moins d'inflexibilité que d'autres structures un peu plus grandes. Je pense que c'est aussi la capacité d'apprendre très vite parce qu'on est au contact de gens, disons qu'il y a souvent un peu moins de problématiques hiérarchiques, des structures plus flat que dans d'autres organisations. Et donc d'être la possibilité à la fois encore plus dans le recrutement qui est quand même une fonction assez centrale, mais de toucher à toutes les fonctions et de discuter avec tous les niveaux de seniorité dans une structure. Et puis après, c'est un environnement qui, je pense, peut-être en constant changement. Après, on peut mettre ce que l'on veut derrière le terme de start-up. Je pense que des gens mettraient des boîtes de 500 personnes juste parce qu'elles grandissent vite et les appelleraient des start-up. D'autres considéraient que c'est uniquement des boîtes de moins de 20 personnes.
Donc, tout dépend, mais en tout cas, je pense que peut-être un des points communs, ce serait que ce sont des boîtes qui évoluent vite, dans lesquelles il faut constamment se renouveler, chercher des nouvelles solutions face à des solutions qui se présentent et être ultra compétitif parce que ce sont des boîtes généralement qui ne sont pas forcément les plus connues sur leur marché, mais qui essaient de se faire une place et c'est ce qui fait que c'est intéressant. Super. Du coup, le thème d'aujourd'hui, c'est comment construire une culture de recrutement dans une startup, ou enfin plutôt comment recruter dans une startup. Mais pourquoi on parle de ça? C'est quoi les problèmes que rencontrent souvent les petites et les jeunes entreprises dans leur recrutement? En fait, quand on a commencé à discuter de ce webinaire, un sujet qui m'était venu, c'était que il y a beaucoup de structures qui décident de monter une équipe de recrutement, mais qui n'ont pas vraiment cette culture de recrutement. Et j'expliquerai un petit peu plus tard ce que j'entends par là, mais peut-être d'investir dans la fonction. Et d'autres qui n'y croient pas du tout et qui décident de s'improviser recruteurs et de le faire à leur manière. Moi, je ne dis pas que l'une d'entre elles est la meilleure solution ou qu'elles sont mauvaises. Je pense que ce sont des choix stratégiques, mais d'expérience, je pense que la fonction de recrutement, au final, et je pense que on va passer à la slide d'après, c'est que le recrutement, c'est au final un travail et il y a peu de fonctions où les gens s'improvisent commerciaux, ingénieurs ou autres. Ça reste un boulot comme un autre et ça nécessite de l'expérience, une formation éventuelle. Et ça peut s'apprendre sur le tas, c'est sûr, mais quand on en a peu fait, je trouve qu'il y a un problème assez récurrent dans certaines boîtes, c'est qu'au final, les gens ne savent pas le faire. Donc, il y a un manque d'expertise dans le recrutement. Il y a aussi un manque de capacité d'anticipation. Comme je le disais, c'est des boîtes qui changent beaucoup, qui évoluent très vite. Du fait de ce contexte d'évolution constante, on est souvent pris au dépourvu dans un mode de réactivité assez importante. Et du coup, on n'anticipe pas forcément régulièrement les besoins qu'on va avoir dans le recrutement et ça survient assez tardivement et on essaie de répondre à ce besoin sans forcément l'avoir anticipé. Et plus on anticipe, plus on va être capable de le gérer de la bonne manière, généralement. Ensuite, je pense que c'est un niveau d'implication qui n'est pas forcément très élevé dans certaines structures, soit parce que on voit plutôt le recrutement comme un centre de coûts sans forcément beaucoup de valeur ajoutée, qui peut être une vision assez old school selon moi. Soit parce que c'est simplement des gens qui sont pas à l'aise avec ce sujet et qui priorisent pas forcément ce point. Je me souviens chez Criteo, un des managers principaux d'une équipe pour lesquelles on recrutait, qui lui avait environ 700 personnes dans sa business unit, qui disait à ses managers concrètement ta responsabilité première, c'est de recruter des gens parce que c'est ce qui fera la force de ta boîte. Si tu le fais bien, concrètement, tu devrais pouvoir te concentrer sur tes vraies tâches et pas faire quoi que ce soit d'autre. Et je pense qu'il y a un niveau d'implication, voire de priorisation qui est souvent pas le bon. Et on peut penser de temps en temps un peu court terme. Et finalement, si on pense long terme, il faut vraiment y passer du temps, le faire bien et ça nous en fait gagner énormément sur la durée. Puis après, il y a des problèmes assez basiques, quoi. Du coup, si on n'a pas forcément d'intérêt particulier pour ce genre de job, on va concrètement pas se préparer, pas structurer ses entretiens, arriver un peu la fleur au fusil, découvrir un CV et proposer une expérience qui est loin d'être excellente, ou chercher ce fameux mouton à 5 pattes et ce profil parfait qu'on peut chercher pendant 7 ans et jamais trouver. Et puis, certaines fois, dans des boîtes qui peuvent par contre avoir une vision du recrutement hyper importante, ça devient un sujet hyper élitiste qui touche uniquement les managers de boîte ou les top managers d'une entreprise. Et concrètement, c'est un sujet qui est réservé à l'élite de la boîte pour qu'ils puissent être capables de prendre des décisions. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne raison, en tout cas, pour fonctionner comme ça. Et du coup, comment tu arrives à convaincre les startups qu'elles ont besoin d'une culture de recrutement? Pourquoi créer une culture de recrutement? Concrètement, je pense qu'il y a plein de raisons et je ne dis pas que celles que je vais présenter sont les uniques. Chacun va avoir son opinion quant à un sujet comme celui-ci. Mais pour moi, déjà, les boîtes qui ont les plus gros succès sont les boîtes qui savent recruter. Pour plein de méthodes différentes, ça ne veut pas dire qu'ils vont recruter les mêmes gens ou de la même manière, mais en tout cas, on définit une vraie culture de recrutement et définissent ce qu'ils souhaitent faire
et sont capables de sélectionner convenablement les gens qu'ils vont recruter. Et pour moi, c'est un critère qui est constant au travers de toutes les boîtes qui ont un vrai succès. Et je pense qu'un point commun, encore une fois, avec ces boîtes, c'est qu'elles savent responsabiliser tous les employés. C'est pas un sujet géré par l'élite de la boîte ou le management d'une boîte, c'est un sujet qui est partagé parce qu'on considère que déjà en tant qu'employé, on devrait tous être capable de recommander des gens avec lesquels on veut travailler. C'est ce qui fait souvent la force d'une boîte. On sait que recommander un candidat qui est recruté via une recommandation a un pourcentage de succès dans une boîte qui est généralement plus élevé qu'un autre. Mais c'est aussi la capacité, lors d'un processus de recrutement, de donner la meilleure image d'une boîte. Si tu es inclusif, que tu inclus différentes personnes de différentes équipes, finalement, tu donnes la perception la plus exacte et la plus précise de quelle est ta boîte et pas juste d'une fonction donnée. Et je pense que fondamentalement, c'est ce qui peut convaincre des boîtes d'investir un petit peu plus. Et puis, au final, tu as un partage des responsabilités qui fait que le manager qui passait 80% de son temps à faire du recrutement et rien d'autre qui était son cœur de métier peut partager ce genre de responsabilité, toujours y accorder du temps et de l'implication, mais compter sur des personnes autour de lui ou autour d'elle pour pouvoir avancer sur ce sujet qui est primordial. Est-ce que pour toi, c'est important d'avoir un recruteur dès le départ, ou alors est-ce qu'on peut fonctionner sans recruteur? Alors, tout dépend de ce qu'on veut dire par dès le départ, mais moi je pense qu'une boîte qui se lance, et je ne vais pas donner de chiffres parce que tout dépend d'une boîte, de son succès, de sa croissance, mais en tout cas au démarrage, moi je ne suis pas sûr qu'une boîte ait besoin d'un recruteur. Je pense qu'une boîte a besoin de définir sa culture de recrutement et de définir comment elle souhaite recruter et ce dont elle a besoin, mais pas forcément encore d'un recruteur. Et j'aurais même tendance à dire, il y a de fortes chances que si des boîtes se posent ce genre de questions avant de recruter un recruteur, ce recruteur aura la capacité de s'épanouir et avoir encore plus d'impact. Parce que la difficulté pour un recruteur, c'est d'arriver dans un environnement de travail où il faut tout changer, où il faut changer les mentalités, où il faut faire comprendre que le recrutement, c'est important. Si tu arrives concrètement, et moi j'ai eu la chance, et j'en suis conscient, d'arriver dans des environnements de travail où le recrutement était déjà vu à sa juste valeur, en tout cas à la valeur que moi je lui accordais, ça rend les choses beaucoup plus simples. Chez Algolia, c'était le cas. Les gens concevaient que c'était du temps passé, mais que c'était pas du temps passé pour rien. Et au final, les gens travaillaient main dans la main. Et concrètement, c'est pour ça que je suis pas convaincu que d'entrée de jeu, tu aies besoin d'un recruteur dans une structure. Tu as plutôt besoin de construire ta culture de recrutement. Il y a, je pense, plusieurs facteurs qui vont dépendre dans ta réflexion. Évidemment, le temps passé à recruter. Si au bout d'un moment, tu passes le plus clair de ton temps à gérer le recrutement par rapport à tes missions principales, je pense que c'est un bon warning sur lequel se poser et éventuellement considérer le recrutement de quelqu'un. Si tu utilises des agences et qu'elles ne sont plus capables de t'aider, je ne sais pas, parce que tes profils sont trop spécifiques, ou ils sont trop nombreux, ou que les coûts générés sont trop importants, oui, peut-être que là aussi, ça vaut le coup d'être évalué. Et puis, si concrètement, les actions que tu peux avoir toi-même via le poste de tes jobs, la création de contenu sur un blog ou même sur LinkedIn ou autre, et le sourcing de tes équipes si tu leur demandes un coup de main, si en faisant tout ça, tu ne t'en sors toujours pas, je pense que déjà là, il n'y a plus vraiment de doute sur le besoin. Le problème, c'est que je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui décident de recruter un recruteur sans avoir fait tout ça. Ça veut pas, je dis pas ça dans une vocation à gagner, à éviter certains coûts, gagner du temps là-dessus. C'est plutôt si eux ne font pas ça en amont, encore une fois, le recruteur va devoir le faire et on va simplement perdre du temps. Et on a tendance à dire que dans une petite structure, on n'a pas forcément besoin d'un RH tout de suite parce que les RH de la boîte sont tous les employés. Pour moi, c'est la même chose pour le recrutement. Au final, les recruteurs d'une boîte, c'est tous les employés. C'est pas uniquement la personne qui en a le titre. Et c'est ça qui est particulier. Je pense d'ailleurs que pas mal de monde dans leur job description devrait avoir la responsabilité de construire une boîte parce que tu rejoins une start-up à une étape très early dans sa croissance, dans sa vie. C'est pour
participer à la construire. Et c'est d'ailleurs même une chance que de pouvoir la construire avec ses fondateurs en proposant des talents et en aidant à la construire. Et pour moi, avoir un recruteur, ça n'empêche aucune des actions que j'ai pu lister au préalable. Et pour te donner un exemple, chez Algolia, quand je suis arrivé, c'est pas du tout quelque chose que j'avais mis en place. Ils avaient déjà mis en place ça. Ils faisaient, avant leur happy hour de tous les jeudis, des sessions où tous les employés allaient se rejoindre et allaient sourcer des candidats avec leur propre profil LinkedIn. Ça leur prenait 30 minutes. On offrait des pizzas, on offrait des boissons, on faisait ça avec de la musique en fond. Ils mettaient des noms et des profils dans une spreadsheet et après, l'équipe recrutement allait s'en occuper. Alors oui, tu as besoin d'une équipe recrutement, mais même sans ça, tu peux gérer. Et je pense que c'est en tout cas une bonne image que le recrutement, c'est un travail d'équipe, c'est un travail d'une boîte, c'est pas un travail d'une équipe en fait dédié à ça. Tout le monde doit taper dans le même sens pour que ça marche. J'adore les sourcing parties. Ça marchait bien pour toi? Je vais pas te dire qu'à chacune d'entre elles, il y avait des succès, mais en tout cas, il y a des recrutements qui ont été générés via cette partie. Et en fait, je pense qu'il y a plusieurs intérêts. Quand tu es recruteur, je serais assez curieux de savoir si beaucoup ont eu l'expérience pour ceux qui sont dans le recrutement, mais il y a beaucoup de gens qui accordent peu d'intérêt à cette fonction dans des boîtes ils y accordent peu d'intérêt parce qu'ils ne se rendent pas compte de la complexité, ils ne se rendent pas compte à quel point ça peut être dur d'aller chercher les talents, de les évaluer. Et je pense que leur faire participer à certaines étapes de notre job fait se rendre compte à des gens à quel point ça peut être compliqué ou challenging. Et je pense que c'était une des ambitions. Et puis c'est aussi, encore une fois, diviser pour mieux régner dans le bon sens du terme, dans le sens où à plusieurs, on va être capable de générer encore plus de volume et après à nous d'aller sélectionner les bons profils. Donc ouais, ça a un impact positif, les gens comprennent mieux notre job, sont capables de mieux nous aider et puis au final, ils ont sourcé sur un poste et demain sont capables d'y penser, d'y réfléchir. Si, je te dis des bêtises, mais ils croisent quelqu'un dans un événement qui colle au profil, ils vont en fait y penser. Et c'est juste cette culture générale autour du recrutement qui devient une force. Ouais, je vois. Ouais, c'est vraiment super cool. Et est-ce qu'il y a un moment pour toi à partir duquel il faut un recruteur? Je pense que j'y ai un petit peu répondu avec les points passés. Pour moi, il n'y a pas une étape, peut-être que certaines personnes vont avoir un avis différent, mais pour moi, quand ça devient trop de temps passé par ton équipe qui est dédiée à d'autres sujets, c'est un warning qu'il faut écouter. Je pense que quand tu as aussi trop d'échecs dans tes recrutements, pour diverses raisons, des gens qui s'en vont durant leur période d'essai ou à qui tu demandes de partir, ou des problèmes de performance, peut-être que c'est que ton évaluation n'est pas au niveau. Au final, encore une fois, ça reste un job qui est un job à part entière et où il y a besoin d'experts pour se faire accompagner. Donc, mon point, c'est pas de dire on n'a pas besoin de recruteurs, c'est que avant de recruter un recruteur, il faut se poser les bonnes questions. Et ces questions, c'est mieux si elles sont répondues avant qu'ils vous rejoignent. Et pourquoi? C'est que beaucoup de structures qui sont au début de leur aventure vont pas aller chercher un recruteur qui a 15 ans d'expérience parce que simplement, elles vont pas avoir le budget et elles vont préférer allouer un budget important à une personne qui délivre le cœur du job de cette boîte. Donc, elles vont plutôt aller chercher des profils assez juniors, peu expérimentés, qui auront besoin d'un environnement de travail qui soit capable d'être sain et viable pour qu'ils fassent leur travail de la bonne manière. Et je pense que si tu réponds à ce genre de questions, tu construis une culture à laquelle tout le monde adhère, peu importe le niveau de seniorité, quelqu'un qui a la tête bien faite pourra en fait faire le travail. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que le recrutement, c'est pas rocket science, mais il faut quand même avoir déjà une base saine dans une entreprise et puis après de la bonne volonté. Et du coup, concrètement, quand une startup du coup a pas de recruteur dans ses rangs, comment on recrute? Comment ça se passe? Alors, comment recruter sans recruteur? Il y a pas de recette miracle, mais en tout cas, moi, c'est des choses que j'ai mises en place et que j'ai pu mettre en place aussi via des missions de conseil dans des structures et par expérience fonctionnent et facilitent le travail. Je pense qu'une erreur dont j'ai pas parlé tout à l'heure et qui est assez commune, c'est
le fait que concrètement, on veut aller trop vite dans un recrutement. Un manager ou une personne d'une équipe va dire « Oh là là, j'ai trop de travail, il faut qu'on recrute quelqu'un ». Et on dit à cette personne, ou au recruteur d'ailleurs, vas-y, cherche quelqu'un. Alors qu'en fait, on devrait toujours passer par cette étape qu'on peut appeler kick-off, qu'on peut appeler prise de brief, qu'on peut appeler comme on le souhaite, mais où on va vraiment définir dans le détail tous les besoins de ce job. Et quand j'entends besoin, c'est comprendre pourquoi on en a besoin. Et certaines fois, cette discussion génère une solution qui est, en fait, on n'a pas besoin de cette personne, on va plutôt leverager d'autres personnes dans d'autres équipes qui sont capables de le faire. Ça peut être aussi, est-ce qu'on en a vraiment besoin maintenant? Ce sujet, c'est pas prioritaire et autres. Mais au final, si c'est confirmé, c'est juste un renforcement du besoin et une compréhension de pourquoi on en a besoin. Une fois que tu as compris ça, qu'est-ce que la personne va faire concrètement? Mais aussi, comment est-ce que je vais évaluer cette personne? C'est facile de proposer un job à quelqu'un, mais c'est plus compliqué de lui dire au quotidien ce qu'il est censé faire et comment est-ce qu'on va lui dire, dans quel contexte on pourra lui dire qu'il fait bien ou mal son travail et comment est-ce qu'il peut évoluer. Et c'est penser un peu plus long terme que juste j'ai un besoin aujourd'hui, mais si dans 3 mois ton projet est terminé, qu'est-ce qu'elle fait derrière? Et c'est cette question d'évaluation et d'évolution qui est essentielle d'être répondue aussi à cette étape-là, surtout si ce sont des nouveaux postes et c'est quand même assez souvent le cas dans des structures nouvelles comme des startups. Et puis ensuite, c'est maintenant que je sais pourquoi j'en ai besoin, maintenant que je sais ce que je vais leur demander de faire, les prérequis, qu'est-ce qui est essentiel d'avoir en termes de compétences, de connaissances, d'expérience pour délivrer ce job. Donc, tous les prérequis indispensables, qu'est-ce qui serait cool d'avoir, ce que certains peuvent appeler des nice to have et ce serait un plus, mais c'est pas essentiel. Et voilà, un peu le profil et les skill sets qui vont être requis pour faire le job. Et puis enfin, le point qui est de temps en temps un peu évalué au fur et à mesure du process, alors qu'en fait, il faudrait toujours l'établir d'entrée de jeu, c'est qui est-ce que cette personne rencontrera pour être évaluée? Parce que tu veux que ton process soit le plus efficace possible. Tu es rarement tout seul à discuter avec un bon candidat. Tu veux que ce soit rapide du coup, mais tu veux bien l'évaluer. Donc, qui vont être les personnes qui déjà prennent la décision, mais aussi vont participer à l'évaluation et à quelle étape du processus de recrutement. Donc, on va simplement diviser les étapes, impliquer différentes personnes et leur demander de se concentrer sur des points particulier. Et en fait, ça revient à ce deuxième point qui est sur la slide, c'est de structurer les entretiens. Beaucoup de fois, quand tu n'as pas d'expérience dans le recrutement, tu communiques pas sur ce que tu as fait dans un entretien. Du coup, ton collègue qui fait le deuxième entretien pose exactement les mêmes questions et le troisième pose à peu près les mêmes questions. Et au final, on revient à oui, on peut comparer les réponses et comparer notre interprétation, mais honnêtement, si on fait confiance à la personne numéro 1 dans son évaluation, il n'y a pas besoin de revenir dessus, logiquement. Et l'idée, c'est pouvoir structurer un processus de recrutement en fonction de critères bien établis qu'on a considérés comme étant essentiels pour l'évaluation de ce poste. Et chaque personne va évaluer des choses différentes. Et au fur et à mesure du process, on va être capable d'apporter une granularité supérieure à notre évaluation et d'être de plus en plus certain de notre décision. Et on va commencer par les points les plus essentiels. Souvent, c'est l'expérience requise, les connaissances, qu'on peut évaluer assez simplement. Et puis, plus on avance, plus on va évoluer vers les compétences qui sont peut-être un petit peu plus compliquées à évaluer, mais qui sont finalement ce qui permet à une personne d'évoluer, de changer, de s'adapter à un univers aussi changeant. Mais au final, ça revient à faire confiance et ça revient à responsabiliser les gens sur chacune de leurs étapes du process. Ça revient à leur faire comprendre que si tu n'as pas de recruteur, c'est ton rôle que d'organiser ton entretien, de te préparer au préalable, de ne pas découvrir le CV en cours. C'est ton rôle également de gérer le feedback de ce candidat. Si jamais tu ne l'as pas trouvé bien, tu vas prendre le temps pour l'appeler ou lui envoyer un email et expliquer pourquoi tu décides de ne pas avancer, parce que tu aurais aimé qu'on te le fasse concrètement. Et simplement faire comprendre à chacune des personnes qui participent leurs responsabilités et les responsabiliser et au final leur faire confiance. C'est beaucoup de responsabilité que de décider de l'évolution d'un candidat dans un process, mais du coup, il faut faire confiance aux gens qui participent. La difficulté,
Et d'ailleurs, on pourrait demander au groupe qui est là, c'est qui a déjà été formé au recrutement et qui a déjà eu une formation finalement. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui, en dehors de l'apprentissage sur le terrain, aient reçu une formation délivrée par des gens qui sont experts dans ce sujet. Pour moi, c'est vraiment des choses qui sont assez simples à faire pour faire en sorte que ton processus de recrutement soit le plus qualitatif possible, quoi. Je pense que c'est assez représentatif de ce qui pourrait déjà aider pas mal de boîtes. J'ai lancé le sondage donc, pour savoir qui a déjà reçu une formation de recrutement. Donc, vous pouvez aller voter dans l'onglet sondage. On a un commentaire dans le chat qui dit le kick-off, c'est important, il faut investir du temps dessus pour recruter le bon profil. Ouais. C'est vrai. Maintenant… Pardon de te couper, mais je pense que tu vois, il y a aussi une vraie nécessité de communiquer. Comme dans certaines boîtes, le recrutement est au final géré par certaines fois le CEO ou par son top management ou C-level, ou on les appelle comme vous le souhaitez. Mais il y a cette information qui est au top management, mais qui n'est pas dans les équipes. Et des fois, il y a un peu un flou artistique de certaines personnes savent qu'on a des besoins, certaines personnes savent qu'on recherche quelqu'un, mais le reste des équipes ne le savent pas. Et encore une fois, c'est même s'ils ne vont pas participer au processus de recrutement, même s'ils ne vont pas évaluer un candidat, leur dire, parce que peut-être que dans leur contact, ils vont pouvoir vous aider, peut-être qu'ils vont pouvoir aussi partager cette information sur leur réseau, sur LinkedIn et autres. En tout cas, encore une fois, c'est plus on leverage l'intégralité d'une boîte, plus on se donne l'opportunité de trouver la bonne personne et de donner la meilleure image de la boîte. Oui, c'est vrai. Maintenant, imagine donc une startup vient de se créer. Quelles sont les étapes vraiment concrètes que tu leur conseilles dans l'ordre pour vraiment créer leur culture de recrutement et bien recruter? La première, se former. Il y a des gens qui proposent de former des entreprises à du recrutement, des formations qui sont soit en ligne, soit qui sont faites en physique. Moi, j'ai délivré des formations à des structures où c'est des parties de théorie, des parties de role-play pour se mettre aussi dans des conditions spécifiques. Mais se former, même individuellement, même simplement aller regarder ce qui peut se faire dans des structures qui sont connues pour faire du bon recrutement. Et même si tout n'est pas bon à prendre chez eux, Google a beaucoup communiqué sur leur manière de faire les choses. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, et l'intégralité de celles pour lesquelles j'ai travaillé, s'inspirent de ce qui a été fait là-bas. Donc, au moins, en tout cas, de réfléchir à comment on veut faire les choses, d'essayer de s'informer, de se faire former s'il y a la capacité. Et voilà. Le deuxième, je pense que c'est… Alors, j'ai mentionné se former à propos des biais cognitifs, mais si c'est pas se former, c'est en tout cas… en parler. Les biais cognitifs, si tout le monde n'est pas forcément au courant de ce que c'est simplement des a priori, des préjugés qui peuvent être créés, qui peuvent être générés simplement par nos backgrounds, nos expériences personnelles. Voilà, on vient d'une certaine école, on considère que cette école est géniale. À chaque fois qu'on verra un candidat de cette école, on considérera qu'il est bon, en tout cas intrinsèquement. En parler parce que concrètement, aucune personne ne peut les éviter. C'est des choses qui sont naturelles. On est tous humains, on en a tous fondamentalement. Mais l'idée, c'est d'en parler pour les limiter un maximum et essayer de s'orienter vers une évaluation qui soit la plus concrète et factuelle possible. Et concrètement, c'est d'expérience. En tout cas, moi, la partie dont je trouve le plus d'intérêt, c'est de poser des questions qui soient comportementales. Qu'est-ce qu'une question comportementale? C'est une question qui va se concentrer sur une réalisation et une situation que les personnes ont affrontée par le passé. Essayer de comprendre comment ils ont réagi et quels ont été leurs learnings sur cette situation, qu'est-ce qu'ils en ont appris, quels ont été les feedbacks reçus par leur management, mais concrètement de partir d'une situation donnée pour voir leur réaction, parce que fondamentalement, si une personne a réagi d'une certaine manière dans une situation, il y a de fortes chances que si cette situation se reproduit, ils réagiront de la même manière, ou en tout cas de manière assez proche. À la différence de questions qui vont être hypothétiques. Disons, imaginons que tu es dans telle situation, qu'est-ce que tu ferais? En fait, on leur demande simplement de créer, on leur demande pas de nous donner la vraie réponse ou la vérité. Donc, finalement, même s'ils nous racontent des bobards,
ils jouent le jeu. C'est un peu la problématique avec ce genre de questions. Et en tout cas, faire l'effort de commencer un processus de recrutement avec des questions comportementales, je pense qu'on se met en tout cas dans une position d'avoir une évaluation qui soit la plus factuelle et la plus concrète possible, plutôt que une évaluation au feeling et ces fameux retours d'un manager ou d'un recruteur qui vont te dire « Ah, mais moi, j'y vais au feeling ou je le sens bien. » Et oui, ça peut marcher une fois, mais ça ne marche pas de manière constante. Et une entreprise qui a une volonté de croissance continue ne peut pas se reposer sur ça. Et au final, ces questions comportementales, c'est des questions qui permettent d'évaluer ces fameuses compétences versus des connaissances, donc d'évaluer à quel point les gens vont s'adapter au changement, s'adapter à certaines situations. Et finalement, c'est ce qu'une startup va affronter au quotidien. Vous rejoignez je viens de rejoindre une boîte de 50 personnes dans le jeu vidéo. On fait un certain type de jeu vidéo. Là, on est en train d'évoluer vers d'autres typologies. Si on a des gens qui ne savent faire que le premier, qui ont uniquement ces connaissances données, comment ils font pour faire les autres? Comment est-ce qu'ils font pour s'adapter si on n'a pas évalué cette dimension de compétences, de capacité d'apprentissage, d'adaptabilité, qui sont des notions qu'on peut penser être hyper abstraites, mais en fait, si on réfléchit, on prépare, on se pose les bonnes questions, on peut poser des questions basées sur des exemples de situations qui leur ont été données, dans lesquelles ils ont été confrontés à une problématique donnée, et parler de ça. Et surtout pas ne s'arrêter à la situation en elle-même, parce que en fait, si je te demandais, Pierre, quel est le dernier feedback que tu as reçu de ton manager, la réponse, entre guillemets, je m'en moque un petit peu parce que j'ai pas le contexte. Ce qui va m'intéresser, c'est OK, tu as reçu ce feedback, qu'est-ce que tu en as fait? Comment tu as réagi? Quelles ont été les actions que tu as prises derrière? Est-ce que ça a marché? Ce genre de choses. C'est toutes ces questions, en anglais, ils appellent ça des probing questions. Je ne saurais même pas comment les appeler en français, des questions simplement de suivi ou d'évaluation qui permettent de voir concrètement comment une personne réfléchit, comment une personne évolue dans son travail. Et c'est ce qui va vous permettre d'être certain que les personnes vont pouvoir s'adapter à votre environnement de travail et pas juste savent faire les choses. Et au final, je pense que beaucoup se disent « Ah, mais poser les mêmes questions dans un entretien, c'est chiant, c'est pas fun, moi j'aime bien quand c'est différent et autres. » Ouais, mais au final, si on pose des questions différentes à un candidat, on ne l'évalue pas de la même manière. Si un candidat vient dans un processus de recrutement et qu'un autre vient également pour le même poste, on ne lui pose pas les mêmes questions, on ne peut pas l'évaluer de la même manière. Et du coup, fondamentalement, on n'est pas censé pouvoir les comparer. Donc, il faut lister les questions qui sont indispensables pour l'évaluation d'un poste. Il faut être capable de les réitérer sur chacun des process pour pouvoir vraiment comparer un candidat à un autre sur un poste donné et avoir des points clairs et précis sur la prise de décision. Et en fait, faire ça permet derrière d'être capable de donner des feedbacks qui sont beaucoup plus constructifs. Parce que si mon évaluation, elle est factuelle, elle est concrète, liée à des explications de situations qu'ils ont affrontées et dont les réponses vous font penser c'est pas la manière dont on fait les choses dans cette boîte, mais les personnes vont jamais être capables de ne pas être d'accord parce que c'est concrètement des éléments très factuels qu'ils ont partagés eux-mêmes sur leurs expériences. Et vos feedbacks deviennent hyper constructifs. Et peu importe d'ailleurs la typologie de sujet qu'on aborde, les gens sont réceptifs à ce genre de feedback. Et c'est beaucoup plus équitable également. Dans une société où on parle de plus en plus d'équité et de tous ces sujets-là, un process où on pose les mêmes questions, on donne fondamentalement à tout le monde les mêmes chances de réussir. Il n'y a pas un process plus simple qu'un autre. Il n'y a pas un process où il va y avoir une préférence d'office. Et on en parlait tout à l'heure avec ces biais cognitifs où peut-être on commence un processus de recrutement et à la première question, on a une réponse fantastique et derrière, on ne suit pas trop. C'est ce qu'on appelle le halo effect. Et en fait, non, on va avoir une structure qui est donnée, on va y aller et même si au début du process de l'entretien, on est convaincu, on va creuser, on va continuer parce qu'on considère qu'on donne le même niveau de chance à chacun des candidats. J'ai une question qui m'est venue du coup en rapport à ça. Il y a une citation qui est assez connue, enfin que je vois pas mal sur les blogs, sur LinkedIn, etc. Sur le recrutement dans les startups, c'est il faut embaucher quelqu'un avec qui on pourrait aller boire un verre ou une bière ou un café. Qu'est-ce que tu en penses? Oui et non. Oui, parce que dans une petite structure,
les gens ont quand même un niveau de proximité qui est essentiel au quotidien, et tu as envie que les gens puissent passer du temps ensemble, puissent échanger sur plein de sujets. Et peut-être que c'est un cliché, mais je pense que quand tu travailles pour une petite structure, ça reste jamais juste un job. En tout cas, à moins de ne pas être passionné par ce que l'on fait, ça prend souvent une ampleur un peu supérieure. La raison pour laquelle je dis non, c'est que pour moi, le côté boire un verre, en fait, ça sort du domaine du travail, et les gens sont pas obligés de passer du temps avec leurs collègues en dehors de leur boulot. Et en fait, penser comme ça revient un peu à tinderiser le recrutement. Est-ce que j'aime bien cette personne ou pas? En fait, on s'en fout de savoir si on aime bien cette personne. C'est ce que je peux bosser avec cette personne. Et dans le cadre du travail, il faut être capable d'échanger, de partager des opinions, de respecter les opinions de chacun, d'avoir un état d'esprit commun. Et c'est un peu ce que, logiquement, une culture d'entreprise devrait représenter. Mais c'est pas le fait de pouvoir boire un verre avec un autre. Je pense qu'il y a des collègues avec lesquels j'ai travaillé dans d'autres structures, et je pense aujourd'hui en être un, je m'entends très bien avec mes collègues, mais je reste pas pour boire un verre derrière. Donc, si leur point d'évaluation, c'est est-ce que je vais rester boire un verre, ben, je ne serai pas recruté. Mais est-ce que c'est je peux échanger, discuter quand je suis au bureau, passer un bon moment, être respectueux, partager mes connaissances et apprendre des autres? Oui, en tout cas, c'est ce sur quoi il faut se concentrer. Et je pense que, tu vois, si on parle de phrases un peu clichés qui ressortent beaucoup, moi, je suis plus convaincu par le fait qu'il faut rechercher des gens meilleurs que nous quand on recrute. Alors, ça touche un peu notre ego, hein, ça nous fait du mal de se dire que des gens meilleurs que nous, on a travaillé dur pour être à ce niveau. Mais au final, avoir des gens qui sont meilleurs dans nos équipes, c'est des gens qui poussent à l'amélioration, c'est des gens qui poussent à avancer, c'est des gens qui, j'enfonce des portes ouvertes et j'assume complètement, hein, mais c'est des gens qui font avancer une boîte. Et le jour où vous n'avez plus cette exigence d'aller chercher les gens qui peuvent apporter quelque chose, une certaine valeur ajoutée, quelle qu'elle soit, je pense que c'est le moment où on commence à stagner, sérieusement. Je vois. Du coup, je pense qu'on peut passer à ma dernière question. C'était comment on peut créer une marque employeur dans les toutes nouvelles entreprises, quand elles ne sont pas connues, comment elles arrivent à créer une marque employeur? Alors, c'est une très bonne question, et pour être très honnête, comme je te l'avais dit, je ne pense pas être un expert de ce sujet-là. Je pense que pour créer une bonne marque employeur, quand tu es une petite structure, déjà, c'est de te reposer sur tout le monde et de ne pas avoir une personne dédiée à ça. Je pense que, encore une fois, tout le monde peut avoir la capacité de créer du contenu. J'ai vu des très bons exemples sur des boîtes qui créent des blogs et qui partagent leur méthode de travail. Oui, il faut pas, évidemment pas partager les secrets défense de l'entreprise, mais c'est partager la manière dont on travaille, comment les gens évoluent au quotidien, parce que ça donne une perception beaucoup plus claire de ce que fait la boîte au quotidien, et concrètement, je rejoins la boîte demain, je sais comment ça fonctionne. Et je pense que c'est une très bonne manière de communiquer à son sujet de manière assez passive, certes, mais en tout cas de donner une vision assez claire à son entreprise. Je pense que organiser des événements, quand on a la capacité dans un bureau de pouvoir accueillir des gens, ou dans un local extérieur. Alors, en ce moment, c'est évidemment pas propice, mais quand la situation reviendra à la normale, c'est, je pense, des choses qui permettent à la fois d'avoir des interactions humaines et aussi de partager, de parler de sujets qui font la force de la boîte, ou alors des connaissances particulières. Je pense qu'il faut se reposer sur ses forces. Il faut que les connaissances, les contenus partagés soient créés par plein de gens. Je pense qu'après, il y a des b.a.-ba d'essayer de récolter un maximum de feedback, à la fois des employés, mais aussi des candidats potentiellement sur la manière dont vous faites votre travail. Et Glassdoor est un très bon outil. Et je trouve que les entreprises qui prennent un peu de risques et qui demandent à tous leurs candidats et à tous leurs employés d'aller leur mettre un rating, concrètement, quand on a un volume de rating assez élevé et que les résultats sont très hauts, au final, beaucoup de candidats vont passer sur cette plateforme-là. Donc, je pense qu'il y a plein de choses à faire. C'est loin d'être restrictif à ce que je viens de présenter. Mais je pense que, encore une fois, ça peut être un sujet qui est géré de temps en temps par le management d'une entreprise, alors que poser la question en interne et faire participer de manière très inclusive cette marque employeur avec tous les employés, c'est une bonne chose, parce qu'au final, ce qui fait la force d'une boîte, c'est ses employés, donc autant les faire participer.
C'est sûr. Ben, merci beaucoup Thomas pour Avec plaisir. mes questions. Maintenant, n'hésitez pas si vous avez des questions. On va laisser quelques minutes. Vous pouvez les poser dans l'onglet questions ou intervenir dans le chat. Le sondage, c'est assez partagé. On a eu 50-50 sur les formations de recrutement. Ok. Donc, c'est assez intéressant. Non, maintenant, 56-44. N'hésitez pas à aller voter si vous n'avez pas encore voté. Thomas, si les gens veulent te contacter, comment ils peuvent faire? Par email. Je peux peut-être écrire sur le chat mon adresse email si les gens souhaitent discuter de quoi que ce soit, avec grand plaisir. Super. Parfait. Je vous fais aussi la pub pour. J'ai une question. À partir de combien d'employés une startup doit-elle embaucher une personne dédiée au RH? Faut-il commencer par un recruteur ou un DRH? C'est une très bonne question. J'ai eu la conversation récemment avec un fondateur d'une entreprise qui se posait cette question. Pour moi, il n'y a pas une réponse, ça dépend du contexte d'une entreprise. Si cette boîte a une vraie vocation à recruter beaucoup, je pense qu'il vaut mieux quelqu'un avec une première expérience dans le recrutement. Ça ne veut pas dire que cette personne ne pourra pas gérer les RH, mais un profil un peu senior qui peut du coup s'adapter. Pour le coup, c'était mon cas. Il y avait du recrutement à faire et la volonté d'apprendre sur ces sujets. Si fondamentalement la boîte n'a pas de problématique de recrutement très poussée, mais plutôt simplement la volonté de structurer cette fonction, ce sera forcément plus rapide avec quelqu'un qui a de l'expérience. C'est toujours la question. Les anciens RH qui sont passés par des formations RH vont dire il faut un DRH et les gens qui sont passés par le recrutement vont dire commencer par un recruteur. Je pense que c'est vraiment contextuel, c'est vraiment lié aux besoins. Si vous avez pas mal de recrutement à gérer et qu'en face de vous, vous avez une personne que vous sentez être capable aussi, qui a des expériences parlantes dans des entreprises, en termes de culture RH, en termes de process RH et qui a une vision personnelle qui fit avec la vôtre, le risque, il est quand même contrôlé. Après, tout dépend aussi des tailles de boîte. Je pense que quand on arrive à une centaine, plus d'une centaine de personnes, les complexités RH commencent à augmenter. Avoir quelqu'un qui est complètement novice dessus, ça devient quand même un risque selon moi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'espère. J'espère aussi. Je me permets du coup de faire un peu de promotion. S'il fait trop chaud pour sortir dehors, on a un autre webinar à 16h, mais en anglais cette fois-ci, sur la marque employeur. Donc je vous mets le lien dans le chat si jamais ça vous intéresse. Voilà. N'hésitez pas encore si vous avez des questions. Il nous reste encore 1 ou 2 minutes. Et puis, voilà. Sinon, je vous dis merci beaucoup d'avoir participé. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le blog de Recruti. On met tous nos articles, nos anciens webinars. D'ailleurs, celui-ci sera aussi enregistré et mis sur le blog, si vous voulez le partager par la suite. Des podcasts également. Donc, je vous encourage à aller voir si ça vous intéresse. Et puis, je ne vois pas d'autres questions. Donc, je pense que c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Thomas, d'avoir participé. Merci à tout le monde. Peux-tu envoyer les slides? Oui, ce sera tout envoyé à la fin du webinaire, automatiquement, par email. Donc, dès que ce sera fini, vous recevrez un email. Voilà, donc, merci beaucoup, Thomas. Merci à tous. Et bonne journée, et puis à bientôt. À bientôt.